on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous préparer quelque chose un petit peu pour l'été. On est en pleine canicule, il fait extrêmement chaud. Je pense que comme moi, vous êtes beaucoup à renoncer à certaines activités pour ne pas surchauffer. Donc je me suis dit pourquoi pas se mettre déjà dans l'ambiance de l'été et vous proposer 10 lectures, 10 romans à lire cet été si vous ne les avez pas encore lus. Pour cela, je ne suis pas allée farfouiller dans tous les livres que j'ai lus. Je me suis contentée des 6 derniers mois, donc les 6 premiers mois de l'année. J'en ai lu quand même pas mal, je ne sais pas combien j'ai lu de livres, mais j'en ai lu pas mal, entre ceux lus et ceux écoutés. Et du coup, parmi ceux-là, j'ai pas pris les 10 que j'ai préférés. Mais je suis allée choisir, je suis allée repérer les 10 que j'estime être les plus sympas à lire pour l'été, parce qu'ils sont soit légers, soit ils sont courts, soit ils sont très page-turner. Voilà, des lectures faciles pour l'été, pour décompresser et vraiment se reposer, se ressourcer cet été. Donc, ça a été très facile d'en trouver 10, honnêtement, ça n'a pas été très compliqué. J'ai quand même pris mon ordinateur, il est sur mes genoux, au cas où j'aurais un petit trou de mémoire, parce que bon, ça peut arriver. Je vais faire par ordre chronologique, c'est-à-dire que on va aller du plus ancien, donc ceux que j'ai lus en janvier, et petit à petit, on va se rapprocher de maintenant. Ce qui fait que ça vous permettra de vous rappeler de certains titres que vous avez sûrement vus dans mes vlogs. Ceux qui sont dans les premiers, bah voilà, c'est ceux qu'on avait vus en tout début d'année. Et donc ceux de la fin de la vidéo, bah, ce seront des livres plus récents dont je vous ai parlé plus récemment. Donc vous les aurez aussi plus facilement en tête. Donc c'est parti. Donc le premier que je vous recommande, c'est Une pension en Italie de Philippe Besson, qui est sorti en tout début d'année, je crois en janvier, donc ça faisait partie de la rentrée littéraire. Il est très court en plus, il ne fait que 240 pages, donc c'est parfait, vraiment parfait. En plus ça se passe en Italie, donc encore plus, ça nous évoque encore plus l'été, les vacances. On est dans les années 60 avec une famille, un homme, une femme et leurs 2 enfants, leurs 2 filles, elles sont à peu près adolescentes. Donc ils partent en vacances en Toscane, dans un village, voilà, très pittoresque, parfait pour les vacances. Et en fait, lors de ces vacances-là, il va se passer un événement totalement inattendu qui va bouleverser la vie de cette famille. Donc il y a un petit côté historique parce que finalement on apprend des choses, enfin, en tout cas moi qui n'ai que 40 ans, j'apprends des choses sur les années 60 parce qu'il y avait des choses où c'est acquis pour nous en 2000-2020, mais c'était pas le cas dans les années 60, donc j'ai appris pas mal de choses là-dessus. On sait aussi que c'est un petit peu autobiographique, que Philippe Besson s'est intéressé à la vie de son grand-père, je crois. Son père ou son grand-père? Je crois que c'est son grand-père. Donc voilà, il y a un petit côté recherche, secret de famille, des choses comme ça. Mais voilà, tout ça en 240 pages, donc c'est assez rapide. Et je trouve que c'est hyper dépaysant, très agréable, la plume est magnifique. Donc franchement, allez-y. Ensuite, le deuxième que je vous recommande, c'est Toutes ces fautes d'Andrea Mara. Donc là, c'était en poche, donc ça c'est encore bien, c'est encore mieux. Si vous avez besoin de l'acheter, vous pouvez le trouver en poche, ça coûte moins cher. Donc ça, je l'ai lu en lecture commune en plus, c'était très très bien. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, je crois, en fin d'année dernière. Ça se passe, alors attendez que je me trompe pas, c'est ça. Ça se passe en Irlande. On est avec un petit garçon en fait qui a 3 ans, 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Il va à l'école. Et tous les jours, normalement, c'est sa nounou qui le récupère et qui l'emmène à la maison. Mais ce jour-là, il devait aller jouer chez un de ses copains. Ça avait été organisé par SMS entre les mamans, les nounous, un truc comme ça. Et en fait, le soir où... je crois que c'est Milo qui disparaît. Le soir où la maman de Milo va le chercher chez chez cet ami, et ben en fait, il s'avère qu'à l'adresse indiquée, il n'y a pas de petit garçon qui s'appelle comme ça. Personne n'a invité son fils n'est pas là, c'est une erreur. Et du coup, elle va alerter son mari, il va débarquer, ils vont essayer d'appeler tous les autres parents d'élèves pour savoir qui est cette personne, chez qui est-ce qu'il était censé aller. Voilà, et donc ils vont partir à la recherche de ce petit garçon. Et bien sûr, on va se poser des questions sur la nounou aussi. Où est la nounou? Parce que la nounou ne répond plus non plus. Est-ce qu'elle est dans le coup? Donc on va s'interroger sur la nounou. Voilà, il va se passer plein de choses. On va se poser des questions aussi sur
les parents, bien sûr, forcément. Dans ces cas-là, on se tourne aussi vers leur passé. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un thriller psychologique et domestique, mais franchement très page-turner. Ça se passe très vite, les chapitres sont très courts, mais j'ai trouvé que c'est très intelligent, très bien fait, et on est tout de suite dans le bain. Dès les premières pages, il y a de l'action, on est tout de suite embarqué dans le truc, et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, moi, j'ai adoré, je vous le conseille aussi. Et en plus, il y a un enfant qui disparaît, mais je vous rassure, il se passe rien de glauque. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le troisième que je vous recommande, c'est... Alors là, on change un petit peu. Je vous ai dit que c'était des romans plutôt tout public. Là, peut-être pas pour celui-ci. Le troisième, c'est Ouris de Kamel Daoud. Alors là, c'est un petit peu plus sombre, mais je l'ai trouvé tellement, tellement beau que je pouvais quand même que vous le recommander. On est avec l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle est enceinte, mais en fait, c'est une jeune femme qui est une rescapée. Des gens ont tenté de l'égorger quand elle était toute petite, et du coup, elle est défigurée à vie. Et elle apprend qu'elle est enceinte, et en fait, elle pense avorter. Elle n'a qu'une idée, c'est d'avorter parce qu'elle ne veut pas que son enfant vive ce qu'elle a vécu. Et en fait, elle va parler à ce bébé pour lui expliquer ce qui va se passer, enfin pourquoi elle prend cette décision. Et du coup, à travers ce monologue envers son bébé, en fait, elle va nous raconter son histoire. Et en fait, son histoire, c'est l'histoire de la guerre d'Algérie, enfin la guerre civile algérienne qui s'est passée dans les années 90. J'ai trouvé ça hyper bien écrit. J'ai appris plein de choses, je connaissais pas du tout. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander aussi, même si c'est, pour le coup, c'est une lecture quand même assez dure. Le quatrième que je vous recommande, c'est Le Boyfriend de Freda McFadden qui est sorti en début d'année, je crois. Ah non, fin d'année 2025. Je me suis trompée, excusez-moi. Alors moi, je l'ai écouté en audio. J'avais lu La femme de ménage, les 4, voilà. Mais je m'étais dit après, je m'étais pas forcément dit après que j'allais relire aussi vite du Freda McFadden. Et puis j'ai eu l'occasion de l'écouter. Je sais plus si c'était avec Ned Gallet ou pas. Je crois pas. Non. Non, c'était dans mon abonnement Spotify livre audio normal. Donc c'est moi qui l'ai choisi. Mais honnêtement, voilà, je pensais juste passer un bon moment sans plus. Mais en fait, j'ai adoré. J'ai adoré cette histoire, même si les premières minutes, les premières pages sont un petit peu glauques, un petit peu dégueu. Mais après, ça se déroule tout seul. On passe à autre chose. On a un mélange entre le thriller psychologique et la romance. C'est-à-dire qu'il y a autant de romance que de thriller psychologique. L'un ne va pas sans l'autre dans cette histoire, les deux sont des composantes très importantes et qui se complètent très bien. Donc on est avec une jeune femme, je ne sais plus si j'ai le prénom, on est avec Sydney qui vit à New York et elle est célibataire, elle a eu une longue histoire, mais à ce moment-là elle est célibataire, elle a beaucoup de mal à rencontrer des hommes, elle est toujours très déçue, elle en attend toujours trop et sa mère lui reproche toujours, parce que sa mère veut devenir grand-mère bien sûr. Et donc Sydney, elle a deux amies, une qui vient de se mettre en couple et une deuxième qui enchaîne les conquêtes, mais qui ne s'attache pas, qui se félicite de ne pas s'attacher, sauf qu'à un moment donné, elle va s'attacher, elle dit à Sydney que c'est bon, ils vont se mettre ensemble, c'est sûr, le garçon qu'elle fréquente lui a promis que ça allait être du sérieux, et peu de temps après, on la retrouve assassinée à son domicile, dans des circonstances hyper glauques, et en fait c'est là que l'histoire commence, parce que en fait, on va soupçonner tout le monde. Mais vraiment, à chaque fois, on se dit, enfin en tout cas moi je me disais à chaque fois, ah ouais, mais en fait ça doit être cette personne-là. Et en fait non, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, on ne peut pas savoir. Et en plus de ça, on a des retours dans le passé, je sais plus pour quelle personne, quel personnage. Mais du coup, on ne sait pas pendant tout le long du roman si c'est fait pour nous emmener sur une piste, ou si c'est au contraire pour nous perdre encore plus. Donc c'est hyper bien fait, hyper agréable. Moi j'ai été étonnamment surprise et du coup ouais franchement vous n'allez peut-être pas le trouver en poche parce qu'il est sorti il y a moins d'1 an, mais franchement je vous le recommande parce qu'il est vraiment vraiment très bien.
Franchement, pour l'été, c'est top. Ensuite, donc ça, c'était combien? C'était le quatrième. En cinquième, on a La cabane dans les arbres de Vera Buck. Alors pareil, c'est pas non plus... c'est peut-être pas non plus pour tout le monde, quoique je trouve qu'il est quand même très grand public quand même. C'est édité chez Gallmeister. Ça se passe en Norvège ou en Suède. Attendez, en Suède. Donc on est avec un couple allemand. Ils vivent en Allemagne, ils ont un petit garçon, mais l'homme du couple a vécu en Suède. Il a hérité d'une maison en Suède de son père ou de son grand-père, je ne sais plus. Et tous les deux, visiblement, ils ont eu des petits soucis de couple. Ils veulent se retrouver, aller loin de l'Allemagne, de la ville. Ils veulent se ressourcer à la campagne, au milieu des forêts. Donc rien de mieux que la Suède. Ils partent pour la Suède pour tout l'été, un long été avec leur fils. Et en fait, dès le départ, on sent qu'il y a quand même des soucis. L'un se sent super bien dans cette maison, l'autre ressent des sondes négatives. En tout cas, voilà, c'est un peu comme ça que c'est expliqué. Voilà, au début, voilà, ça a l'air idyllique. On est dans une petite maison, au milieu des forêts. Il y a aussi un lac, donc vraiment en plein été, c'est trop bien pour se rafraîchir. Et en fait, petit à petit, on va découvrir qu'il y a des trucs quand même un petit peu glauques qui se passent autour de cette maison, dans cette maison. Et le petit garçon, leur fils, va être kidnappé. Et donc là, ça va être une course-poursuite pour essayer de le retrouver. Et bien sûr, encore une fois, on va soupçonner plein de gens. Et notamment, en fait, on a une double histoire parce qu'on a l'histoire de ce petit garçon qui disparaît. Mais on apprend dès le départ que plusieurs décennies plus tôt, il y avait déjà des enfants qui disparaissaient dans cette région, qui ont parfois été retrouvés, pas toujours. Et du coup, les deux histoires s'entremêlent, ont des liens, mais c'est super bien fait parce que même quand on pense avoir trouvé la solution, en fait, c'est quand même plus complexe que ce qu'on pense au départ. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait, tout tient la route, c'est dépaysant, c'est hyper bien mené comme enquête, donc franchement, et il y a quelques il y a des scènes qui peuvent être un petit peu dures, un petit peu violentes, mais c'est pas la majorité, donc, mais c'est très psychologique. Franchement, c'est vraiment très 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 psychologique. C'est aussi très suédois parce qu'on est vraiment dans voilà, les paysages suédois, et du coup ça a une incidence sur l'enquête et tout ça parce que c'est très différent de ce qu'on connaît en France, c'est pas du tout la même végétation, les mêmes espaces, les mêmes grandeurs, donc hyper hyper intelligent et intéressant, donc pareil, je ne peux que vous le recommander. Et si vous le voulez en poche, il sort en août en poche. Voilà, sinon il existe déjà mais en format broché. Ensuite, en numéro 6, on a Le souffle des rêves de Clarisse Savard. Donc là, pareil, c'est chez Charleston, mais il est sorti en poche depuis aussi chez Pocket. On est sur une histoire de famille, une histoire de transmission entre femmes. Ça commence en 1986, enfin, au début du roman en tout cas, aux États-Unis, mais en fait, on va revenir un petit peu plus tôt, déjà au moment de sa naissance. Donc à peu près 25 ans plus tôt, on va dire, avec sa mère, mais surtout on va revenir sur le passé de sa grand-mère en Irlande et le passé de la famille de sa grand-mère. Et du coup, on va en savoir beaucoup plus sur l'immigration irlandaise, donc au début des années 1900, comment leur vie s'est déroulée en arrivant à New York, comment ça s'est passé, quelles galères ils ont pu avoir, et comment cette grand-mère s'est construite, a grandi, et donc voilà. Donc on a vraiment une histoire très féminine, parce que c'est une histoire de 3 femmes, des relations entre mère et fille compliquées, enfin, c'est vraiment très intéressant, il y a plein de choses dedans, c'est un gros pavé, mais il se lit vraiment très facilement, parce qu'il est tellement prenant, il est tellement immersif, qu'on n'a qu'une envie, c'est de continuer, continuer, continuer. Donc pareil, si vous avez du temps cet été, je vous le recommande aussi vivement. Ensuite, en numéro 7, on a Ici et Maintenant. Ça va être encore des paysans parce qu'on part en Australie, de Liane Moriarty. Il est sorti en poche en janvier, c'est à ce moment-là que je l'ai lu. On est avec une histoire qui se passe notamment à bord d'un avion. On a pas mal de gens, puisqu'il y a tout un avion qui doit voyager d'une ville à une autre en Australie. Et en fait, pendant ce vol,
dès le départ, il y a une dame d'un certain âge qui est toute seule, elle n'est pas accompagnée, qui va passer, en fait, elle va se retrouver un petit peu dans une espèce de transe, et elle va passer dans le couloir de l'avion, entre les rangées, et elle va s'arrêter pour chaque personne, elle va leur dire à quel âge ils vont mourir et dans quelles circonstances. Mais à tout le monde. Même si les gens lui disent non, non, on veut pas savoir, on veut pas savoir, on s'en fiche, elle ne peut pas s'empêcher de le dire, elle est obligée. Et du coup, elle va le dire, même pour des enfants, des bébés, elle va dire ça devant leurs parents. Donc ça peut être très choquant. Et en fait, donc on va avoir toute cette scène pendant tout le vol. Et après, on va avoir aussi la vie des différents personnages une fois qu'ils vont rentrer chez eux. Comment est-ce qu'ils vont réagir suivant la prédiction qui leur a été faite? Est-ce qu'ils vont prendre ça au sérieux? Est-ce qu'au contraire, ils s'en fichent complètement et ils vont continuer leur vie comme avant? Et puis, il va se passer peut-être un ou deux décès, les gens vont poser des questions. Et voilà, donc il y a une petite psychose qui s'installe, hyper intéressant aussi. Voilà, Liane Moriarty, moi c'est une de mes autrices préférées, et je trouve ça toujours très dépaysant parce qu'elle s'intéresse à plein de sujets différents. Tous ses livres sont différents, mais ils sont tous hyper plaisants. Il y a de tout, il y a du thriller psychologique, il y a du thriller domestique, il y a de l'humour. En même temps, on a une photographie un peu de l'Australie parce que la société australienne ne vit pas de la même manière que ce qu'on vit en Europe, aux États-Unis. Ils ont vraiment une manière de vivre typique de l'Australie, et du coup c'est toujours hyper bien décrit dans ces romans, et du coup c'est très immersif, très dépaysant, et c'est ce que j'aime également chez cette autrice. Donc avec celui-ci, c'est encore mission accomplie. En numéro 8, j'ai noté Tous leurs secrets. Alors qui est-ce qui a écrit Tous leurs secrets? Je crois que c'est John Mars. C'est ça, Tous leurs secrets, c'est de John Mars. Alors moi je l'ai écouté en audio, quand est-ce qu'il est sorti? 2026, en mars 2026, donc c'est à ce moment-là que je l'ai écouté. Et sinon, en format papier, c'est chez City Édition. Donc là, attendez, je relis vite fait le résumé pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Ah oui, on est avec Mia et Finn qui ont réussi à acheter un petit peu la maison de leurs rêves, on va dire, mais il y a énormément de travaux à faire et ils ont beaucoup perdu d'argent, si je comprends bien, auparavant. Et donc leur but, c'est de faire le moins de frais possible, mais tout en rénovant cette maison. Et pendant la rénovation, Mia apprend qu'elle est enceinte. Elle s'y attendait pas, c'était pas prévu. Donc ils sont hyper contents et tout ça, mais du coup ils vont être obligés d'aller un petit peu plus vite dans leurs travaux. Et vers la fin des travaux, ils vont faire une découverte dans cette maison. Ils vont découvrir, je sais plus, derrière une porte ou sur une plainte, des inscriptions d'une personne qui appelle à l'aide ou quelque chose comme ça. Et en fait, Mia va essayer de chercher d'autres indices dans la maison, voir si s'est passé quelque chose dans cette maison. Et elle va tomber sur quelque chose, et au même moment, elle va avoir un accident, elle va tomber d'une échelle, enfin d'un escabeau dans cette maison, et elle va accoucher prématurément. Et forcément, déjà, ça va compliquer les choses. La rénovation n'est toujours pas terminée, donc ils habitent toujours chez les beaux-parents, donc chez les parents de Finn. Ça se passe pas forcément très bien entre Mia et sa belle-mère. Enfin, on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des secrets de famille, mais surtout, le plus important, ça va être les révélations qu'on va apprendre suite, parce qu'elle va découvrir des choses sur cette maison, on va découvrir des choses dans la maison, et à partir de là, il va y avoir une vraie enquête policière, et ça va être un truc gigantesque. Mais en plus de ça, je crois qu'on a des retours dans le passé, on a des retours en arrière de plusieurs décennies, et du coup, on va découvrir ce qui s'est passé dans cette maison, en fait, il y a très longtemps, et est-ce que je peux vous le dire ça? Non, je peux pas vous le dire. Mais du coup, après, on comprend en fait pourquoi les beaux-parents sont comme ça avec Mia. Et ça va être mais vraiment très angoissant. C'est vraiment... Moi, je l'ai écouté en audio et c'était hyper prenant. Franchement, j'avais peur pour Mia, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais trop peur pour elle, pour son bébé. C'était mais génial jusqu'à la fin. Beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action. Mais c'était quand même, au niveau psychologique, c'est hyper bien fait. Enfin, franchement, chapeau à l'auteur, c'était top, top, top. Je me dépêche, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie, mais on en est déjà au 8, donc il ne reste que 2. Le 9e, c'est Ghost in Love de Marc Lévy, je crois. Voilà, on est
avec un homme qui doit avoir 30-40 ans, qui est pianiste, un virtuose. Il est seul, il est célibataire. Et en fait, à l'anniversaire de la mort de son père va lui apparaître en fantôme. Donc voilà, voilà. Et ce fantôme, donc son père, va lui demander de lui rendre un service. Et pour ça, ils vont devoir aller à San Francisco pour accéder au désir de son père. Et franchement, c'était très drôle, très divertissant. Mais en même temps, il y a un petit côté, enfin, il y a un fond quand même un peu plus profond. On est sur la relation père-fils et tout. Donc, très bien fait, très divertissant. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les romans de Marc Lévy. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. C'est frais, ça se lit vite, c'est divertissant. Donc, pas mal. Et en plus, on voyage un petit peu à San Francisco. Et enfin, le dernier dont je vais vous parler, c'est Nous avons tous les deux nos secrets. Et ça, c'est qui? Nous avons tous les deux nos secrets d'Emma Robinson. Donc, je l'ai lu en début d'année, donc qui vient juste de sortir, ouais, en avril. Donc, vous ne le trouverez pas en poche, mais c'est pas grave. Et c'est chez Hachette Fiction. Donc là, on est sur un couple de Britanniques. Ils ont 2 filles, l'une qui est déjà dans la vie active, l'autre est étudiante. Et en fait, quand ils vont emménager, quand ils vont emmener leur plus jeune fille emménager dans sa résidence étudiante, en fait, la chambre d'à côté, en fait, ça sera la fille d'une de leurs anciennes connaissances avec qui ils ont été à la fac. Et à partir de là, ils vont renouer avec leur ancienne connaissance, qui est aussi britannique, mais qui vit à ce moment-là en Espagne, à Malaga. Et du coup, elle va les inviter à venir passer une semaine de vacances chez elle, au soleil et tout ça. Ils vont y aller et à partir de là, on va avoir accès aux souvenirs des uns et des autres. Il va y avoir des tensions, on va croire, l'autrice va nous faire croire qu'il y a un truc super simple. En fait, ce sera beaucoup plus complexe. Moi, je tombais dans le panneau au début, mais en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais très intéressant, c'est léger. Ça, franchement, pour l'été, je trouve que c'est nickel. On est sur un petit thriller domestique, mais franchement, très léger, très simple, mais qui, je pense, peut très bien faire l'affaire pour l'été. Voilà, donc ce sont les 10 romans que je vous recommande pour cet été, pour des lectures divertissantes, dépaysantes, assez chouettes et faciles à lire. Voilà, à très bientôt!